Bien, donc bonsoir. Oui, donc le débat est largement commencé. Les enjeux, ça a été dit, hein, donc il faut nourrir une population croissante à l'échelle mondiale. Il faut que cette population soit mieux nourrie. Mieux nourrie pour nous, c'est effectivement si on pouvait éviter la dioxine dans le poulet, les antibiotiques dans le lait, les hormones dans la viande, les pesticides sur les fruits et légumes, la vache folle dans les steaks, etc. On s'en porterait sans doute mieux. Peut-être que certains d'entre vous considérez que c'est peut-être des fantasmes et des peurs indues. Ça, éventuellement, on verra dans le débat. Mais en tout cas, il y a une vraie demande aujourd'hui des consommateurs en France d'une qualité sanitaire des aliments. Dans les pays du Sud, où je travaille beaucoup, les pays qu'on qualifie du tiers-monde, la qualité alimentaire, pour beaucoup, c'est avoir enfin accès à un peu de lait, quelques œufs, un peu de viande. Et ça a été dit tout à l'heure, comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, il y a une demande croissante dans les pays émergents où des gens, enfin, des couches modestes, hein, on ne peut même pas parler de couches moyennes, mais de couches modestes qui ont enfin accès à ces quelques produits. Il y a sûrement des végétariens dans la salle, on débattra éventuellement. Mais sachez que pour beaucoup de gens des pays du Sud qui en ont été privés, avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, c'est vraiment un critère de qualité. Et comme effectivement, il faut entre ces 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale. Tout à l'heure, on entendait la FAO qui disait, enfin, vous citez le chiffre de la FAO, il y a plus 70%. Je pense même, pour être très honnête, qu'il nous faut envisager à l'échelle mondiale, hein, j'entends, un doublement de la production végétale, en tout cas, d'ici 2050. Et la question devient, est-ce que ce sera possible sans porter de gros dommages à l'environnement? Alors les dommages à l'environnement, ben, vous connaissez, dans certains pays, c'est pas chez nous, c'est la déforestation, la forêt amazonienne qui part à volo. Chez nous, au contraire, on vient de parler là qu'il y a des terres qui retournent à la friche. C'est l'érosion des sols, c'est la perte d'humus des sols, et puis chez nous, les algues vertes sur le littoral breton. Ne croyez surtout pas qu'il n'y a que les agriculteurs bretons qui sont stigmatisés pour cette affaire. Je pense que toute la paysannerie française a vécu très très mal le fait d'être, alors, les subventions de la politique agricole commune, donc ça a servi à ça, quoi. Des gens qui ont bossé le soir, le matin, la traite, la femme un atelier hors sol de poulet ou de volaille, enfin ou de cochon, 365 jours sur 365, aujourd'hui s'entendre dire, donc les subventions qu'on vous a données, chapeau les algues vertes, hein, c'est génial. Et puis on peut parler de l'effondrement de la nappe phréatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la pollution des nappes phréatiques par les nitrates, mais leur abaissement aussi qui commence à inquiéter. Et puis si vous voulez que je vous fasse encore peur, il y a aussi l'effondrement des abeilles. L'effondrement des abeilles, c'est pas que les producteurs de miel produisent de moins en moins de miel et que nous en importons de plus en plus, c'est la fécondation des poiriers, des pommiers, la plupart des plantes qui peut être menacée. Là aussi, il y a des effets de seuil. On en est peut-être à la veille, on n'arrive pas très bien à juger quand est-ce que ça va se passer. Et puis l'agriculture, on nous dit qu'elle contribue à l'effet de serre. Quand on laboure un champ, l'humus, le carbone du humus retourne à l'état de gaz carbonique, effet de serre. On nous dit le rumen des ruminants, le fumier, méthane, encore plus réchauffant que le gaz carbonique, et alors le protoxyde d'azote, je ne vous raconte pas, 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Oui, il y a de vrais enjeux. Ça va être effectivement de pouvoir nourrir une population correctement, une population sans cesse croissante, sans dommage pour l'environnement. Alors je voudrais déjà, puisqu'il y a des syndicats présents, mais c'est peut-être à d'autres syndicats que là je devrais me diriger, il n'y a pas pire chose, je vous le dis tout de suite de la part des syndicats agricoles, face aux dégâts environnementaux, à la listing là, que je viens de faire, et même s'ils se sentent brutalement stigmatisés, il n'y aurait pas pire chose que de jouer la politique du déni. Vous savez, dans le littoral breton, on dit non, mais attendez, les algues vertes, c'est pas l'azote, c'est le phosphore, c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie, donc c'est les autres qui sont pires. Ne nous attaquez pas seuls les agriculteurs, mais il y a aussi les autres, ce qui est d'ailleurs très vrai. Ça fait peur. Le public qui comprend, ça y est, ne veut pas regarder la réalité en face. Et je vais vous dire, il n'y a pas que les agriculteurs qui jouent la politique du déni. Dans le monde scientifique, moi je connais un collègue scientifique qui s'appelait Claude Allègre et qui a voulu essayer de démontrer que le réchauffement climatique n'existait pas, ou en tout cas n'avait pas de cause humaine. Donc je n'attaque pas une corporation particulière, la mienne là est tellement atteinte par cet énergumène. Sauf que quand on découvre la réalité, ça se retourne comme un boomerang à l'égard de ceux qui ont joué la politique du déni. Et alors, effectivement, c'est la pire des choses. Et il faut reconnaître que notre agriculture, dite productive, productiviste, je ne sais pas si les termes sont bons,
Eh bien, pour de multiples raisons, dont je vais essayer de voir à peu près les causes essentielles, elle a abouti à quand même une qualité sanitaire des aliments qui n'est pas toujours géniale, et une qualité environnementale, alors d'environnement, qu'il va falloir corriger. Et donc il y a un vrai défi, là maintenant, surtout à la veille de réformer la politique agricole commune, de corriger le tir. Et corriger le tir, c'est pas seulement corriger la politique agricole commune, mais c'est de revoir complètement notre agriculture. Je vais plaider pour un virage à 90 degrés, sinon on va dans le mur, Enfin ça, je n'ai pas été le seul à le dire ce soir. Et il va falloir voir comment on peut effectivement corriger le tir. Et je vous dis tout de suite, ça ne se fera pas sans la participation de l'immense majorité des agriculteurs. C'est sûrement pas en imposant des consignes, des directives bureaucratiques et 20 ans de Bruxelles avec des inspections satellites, des formulaires à remplir, ça a été dit tout à l'heure, et ce genre de choses, que l'on y parviendra. Il va falloir trouver vraiment les conditions socio-économiques à créer pour que les agriculteurs travaillant pour le revenu de leur famille travaillent aussi pour l'intérêt général. Voilà l'enjeu. C'est pas simple. Alors les causes. Ben, la plupart des agriculteurs me disent, mais monsieur Dufumier, on n'a fait que ce qu'on nous a demandé. Et ils n'ont pas tort. La première cause, il faut peut-être la regarder du côté, on a cité déjà tout à l'heure, les grandes et moyennes surfaces, l'agro-industrie. Et l'agro-industrie, elle est comme ça. Quand vous industrialisez un processus de transformation des produits agricoles, vous aimez bien que les agriculteurs vous apportent une matière première, quelque chose de standard. La caricature étant évidemment les poulets, on ne va pas citer de nom d'entreprise en faillite aujourd'hui, mais on demande à l'agriculteur, s'il vous plaît, parce qu'un atelier de découpe, un abattoir de poulets, c'est un robot. Ça commence par il faut plumer, il faut épiler, il faut éventrer, il faut éviscérer, et puis à la suite, plus tard, on va découper et emballer. Et tout c'est un robot, ça se passe à la chaîne. Il n'y a rien de plus insupportable pour un industriel quand arrive un poulet petit avec après un poulet gros. Enfin, je veux dire, non, s'il vous plaît les agriculteurs, vous nous apportez des poulets tous de la même dimension, de la même forme, etc. D'ailleurs, on va vous apporter des canetons tous apparentés, on va vous apporter l'alimentation, on va vous surveiller, vous allez lever ça en bande, on va le chercher tous ensemble, ça passe au robot, mais il n'y a rien de plus insupportable pour un industriel de voir que dès que vous plumez un canard ou un poulet, hop, il est éventré, et puis qu'un autre, au contraire, beaucoup plus résistant, au moment de l'éventrer, il a encore des plumes, parce qu'il est un peu sanitaire et pas génial. Donc, s'il vous plaît, les matières premières. Et tous les agriculteurs, alors évidemment, ça n'a pas la caricature toujours du poulet et des canards, mais même les producteurs laitiers savent qu'il y a des pénalités quand on ne répond pas exactement aux charges imposées par l'agro-industrie ou les grandes et moyennes surfaces. Et au fond, les agriculteurs, eh bien, pour les revenus de la famille, ça a été dit tout à l'heure, ils ont essayé de se plier aux exigences de l'agro-industrie qui a ses façons de voir. Et l'agro-industrie, elle essaie de faire en sorte que l'agriculture devienne elle-même industrielle. Et l'agriculture, justement, l'écosystème, la complexité de ce qui vient d'être dit, de l'environnement, là, les abeilles, etc., ça ne se prête pas beaucoup à des processus industriels. Il va falloir revoir la copie. Et puis, je vais vous dire, il y a aussi d'autres gens, et des gens qui me ressemblent d'ailleurs, qui s'appellent les agronomes, qui s'appellent les généticiens, qui s'appellent les expérimentateurs, à qui, il y a un siècle, en France, depuis un siècle, on leur a demandé de mettre au point des variétés améliorées ou des races animales très performantes. Alors remarquez, pourquoi pas? Le raisonnement était simple. La terre est de taille constante, la population est croissante, ben, le critère c'est le rendement à l'hectare. Il faut produire plus à l'unité de surface, plus à l'hectare. Jusque-là, je vais vous dire, je partage ce point de vue. En tout cas, à l'échelle mondiale, il va bien falloir y parvenir. On verra pour ce qui est de l'agriculture bio aussi, l'environnement décent, si c'est dramatique, ça c'est pour tout à l'heure. Mais à l'échelle mondiale, il est vrai qu'il faut envisager non pas une agriculture extensive, qui va toujours s'étendre, qui va jouer sur les extensions des terres agricoles, au dépend des dernières forêts amazoniennes, congolaises, bornéo, les dernières savanes, au dépend de la biodiversité, au dépend du réchauffement climatique. C'est-à-dire que toute extension d'agriculture au dépend d'une forêt, c'est quand même plus d'effet de serre et du réchauffement climatique global. Donc il va peut-être falloir penser l'agriculture à l'échelle mondiale, j'entends, et je pense en particulier aux pays du Sud, qui produisent plus à l'hectare. Jusque-là, pas d'idée. C'est ce que je pense. Sauf qu'on a demandé aux agronomes, mettez-nous des variétés capables de donner de très hauts rendements à l'hectare. Et on leur a dit, bon, ok, mais pas juste pour un petit landerneau, pas pour 2 km². À partir du moment où on investit beaucoup de capital dans la recherche semencière, il ne faut pas le faire juste pour un petit terroir. Donc vous nous débarrassez aussi ces variétés de toutes les caractéristiques locales. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de mettre au point une variété dont la date de floraison est à date fixe en fonction de la longueur du jour et de la nuit.
Alors c'est plutôt les arbres fruitiers que certaines céréales, mais enfin le riz, sachez que c'est comme ça aussi. Pour un temps que ces plantes dites photopériodiques, vous ne pouvez pas le planter depuis la Camargue jusque le Pas-de-Calais, de la Bretagne jusque la montagne d'Alsace, c'est la même latitude, mais faites-nous des plantes qui soient capables de passer un peu partout. Le critère de sélection, c'est le rendement à l'hectare, et le critère de sélection, c'est finalement, alors attention, je vais faire un petit cours d'agroécologie, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire, le démarrage de tout dans notre alimentation, c'est quand même la plante cultivée qui est capable de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Tout démarre de là. Le moteur énergétique de l'agriculture, c'est le soleil, c'est l'énergie solaire. C'est la plante qui est capable d'intercepter cette énergie solaire et la transforme en énergie alimentaire. Les calories, l'énergie que vous avez dépensée pour venir ici, l'énergie que je dépense en m'agitant devant vous, demain je vais voir, enfin ce soir même, je vais remanger encore un peu de sucre, un peu d'amidon, etc. L'énergie pour pouvoir poursuivre, travailler, me déplacer et autres. Mais la bonne nouvelle en tout cas, c'est que ça vient d'une ressource naturelle renouvelable. On ne manque pas de rayons de soleil, on ne manque pas d'énergie solaire. Et moi, je vous proposerais qu'on fasse même l'usage le plus intensif, le mot ne me fait pas peur, si on dit l'usage le plus intensif de cette ressource naturelle renouvelable, qui est disponible, avec plus ou moins de nuages, on est d'accord, mais qui est quand même disponible. Sauf que, on a dit aussi à ces agronomes et ces expérimentateurs, donc pas seulement pour Landerneau, mais aussi vous faites vite. Faire vite, c'était, eh ben oui, mais les expérimentateurs disent on ne va pas faire un seul essai. Hein. Pour savoir quelle est la variété qu'on va qualifier plus tard d'améliorer, ce qui a été d'ailleurs une supercherie, l'agronome qui sait ce qui est meilleur et le moins bon. Mais la variété à haut potentiel génétique de rendement, pour le vérifier, il faut faire plusieurs essais, il faut même faire en très grand nombre. Et puis on ne va pas se satisfaire de comparer la moyenne des rendements, mais il faut vérifier que 95% des fois, la variété qu'on va qualifier d'améliorer donne un rendement supérieur aux autres. On ne se donne une marge d'erreur que de 5%, ne serait-ce que par respect pour les agriculteurs. Donc, laissez-nous le temps de faire tous les essais en question et de vérifier que 95% des fois, la variété qu'on va pouvoir, aujourd'hui on dirait, inscrire au catalogue, va donner le rendement supérieur aux autres. Et alors les financiers, aujourd'hui quand c'est des compagnies multinationales, c'est du capital qui veut faire tout profit. Ça on voit bien, et je suis sûr qu'il y a ici dans la salle au moins quelques-uns qui sont tout prêts à sauter pour dire « Ah oui, c'est encore le grand capital ». Sauf que, même quand c'est la recherche publique, même quand c'était l'INRA, il était logique que l'argent du contribuable, on demande aux expérimentateurs, faites quand même assez vite, ne perdez pas l'argent du contribuable, vous coûtez cher, messieurs les agronomes. Alors, il fallait faire vite, on ne s'est pas embarrassé de facteurs extérieurs autres que la variété. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est un peu pour faire de l'humour, mais il n'y a rien de plus insupportable pour les expérimentateurs de voir qu'au moment de faire ces parcelles d'essai, il y a un troupeau de sangliers qui est passé dans la parcelle. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les sangliers ne choisissent pas la variété à piétiner. Et s'ils commencent à piétiner la variété qui a un haut potentiel, l'expérimentateur n'est pas capable de vous dire que 95% des fois ça donne un rendement supérieur à l'autre, parce que pour une raison qui n'est pas variétale, le sanglier, elle n'a pas donné un rendement élevé, ça a été piétiné. Alors, le plus grave, c'est qu'il ne fallait pas non plus qu'à un endroit il y ait plus d'attaques de chenilles qu'à un autre. Et là, on avait un outil remarquable, ça s'appelait insecticide. Parce que si vous voulez qu'il y ait le même nombre de chenilles sur toutes les parcelles, le plus facile, c'est qu'il y en ait zéro. Et pour qu'il y en ait zéro, on avait l'insecticide. Zéro chenille grâce aux pesticides. Il ne fallait pas qu'à un endroit, il y ait plus d'acarien qu'à un autre, d'araignées qu'à un autre. Et on avait un autre produit, l'acaricide. Il ne fallait pas que dans les essais, il y ait plus de nématodes à un endroit qu'à un autre. Il y avait un autre produit, nématicide. Il ne fallait pas qu'à un endroit, il y ait plus de champignons qu'à un autre. Il y avait des produits qui s'appellent fongicides. Il ne fallait pas qu'à un endroit, il y ait plus de mauvaises herbes qu'à un autre, herbicides. Et puis, il ne fallait pas qu'à un endroit, il y ait plus de cailloux à un autre. Ça, je vous laisse inventer le cailloucide. Mais on n'est pas arrivé, mais on a quand même fait là où il y a zéro caillou. C'est-à-dire, pour qu'il y ait le même nombre de cailloux, pour que les conditions soient homogènes, pour qu'on puisse faire les essais qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs, il a fallu faire ça sur les plus belles terres. Et donc on y est arrivé très vite à mettre au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement, capables de donner de très hauts rendements à l'hectare, mais à une condition. Le blé en ligne, s'il vous plaît, pas un coquelicot, pas une chenille, pas une nématode, rien. Et tous les écologues vous diront, c'est la catastrophe. Un écosystème simplifié à l'extrême, où il n'y a plus qu'une espèce, où il n'y a plus qu'une variété, et où on essaye qu'il n'y ait pas de concurrents, qu'il n'y ait pas de prédateurs, qu'il n'y ait pas d'agents pathogènes, rien, ce sont les écosystèmes les plus fragiles. Ça, c'est le b.a.-ba de l'écologie scientifique.
Et évidemment, les dégâts sont arrivés. Un jour, il y a des pucerons résistants à l'insecticide, mutants, qui commencent à proliférer, parce qu'ils résistent à l'insecticide. Et puis il n'y a plus les coccinelles pour neutraliser les pucerons, parce que les coccinelles ont été bousillées aussi par l'insecticide. Alors ça prolifère. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une deuxième molécule pesticide, la course en avant. Je ne suis pas franchement en train de stigmatiser les agriculteurs. Je suis en train de dire que les agriculteurs font que ce que les industries leur ont demandé et ont le matériel génétique qu'on leur a mis au point et qui ont été mis au point dans les conditions que je vous raconte, avec tous les dangers qui en résultent, sauf que ça, c'est exactement le contraire de ce qui se faisait autrefois. Alors attention, vous allez voir que l'agriculture pour laquelle je vais plaider va être une agriculture moderne, mais ça vaut quand même le coup de regarder parfois un peu dans le rétroviseur. Autrefois, les agriculteurs sélectionnaient dans leurs champs, avant de récolter pour manger ou pour vendre, ils allaient chercher leurs semences dans les champs, les plus beaux plants, les plus beaux épis, les plus beaux grains. Ça s'appelait la sélection massale. Il y a un commentaire sur l'un des tableaux, vous verrez ce que c'est que la sélection massale. Et alors évidemment, quand dans un environnement, il y a des